La ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Je peux expliquer le logiciel libre en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Apothegm, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product. Premier objectif, c'est de développer l'intelligence artificielle et de faire du moteur de recherche Google une authentique intelligence artificielle. Et son deuxième objectif, c'est d'euthanasier la mort. Les dirigeants de Google sont obsédés par l'idée de faire reculer la mort. Je me définis un petit peu comme un des architectes d'origine de l'Internet et je suis le progrès, ou plus exactement le statu quo de l'Internet depuis pas mal d'années. Je fais partie des gens qui souhaitent ou qui considèrent qu'il est indispensable de revoir l'architecture de l'Internet. Bienvenue sur 50 Galaxy, le podcast. Votre rendez-vous mensuel pour échanger sur les bonnes pratiques, les innovations et les ruptures liées à la transformation numérique. Bonjour à toutes et à tous, je ne suis pas un robot, pas encore. Je suis Valérie Méret, bienvenue à cette table ronde Web3 and Friends. Vous pouvez écouter tout ceci également en podcast. Le sujet du jour, l'intelligence artificielle, cette révolution dont tout le monde parle et dont les enjeux sont multiples. D'ailleurs, les États ne s'y trompent pas. L'IA Act a été adopté en ce début 2024 par l'Europe pour protéger les droits fondamentaux et la démocratie contre les risques liés à l'intelligence artificielle, avec l'envie aussi d'encourager l'innovation et de faire de l'Europe un acteur de premier plan dans ce domaine. On va parler de tout cela en détail et vous le verrez, il y a beaucoup à dire. Au menu de cette table ronde, on vous donnera enfin la bonne définition de l'intelligence artificielle, le bon vocabulaire pour comprendre ce sujet très dense et parfois un peu compliqué. Vous l'avez aussi remarqué, tout le monde ne parle que de ça, intelligence artificielle depuis des mois. Alors est-ce un buzz ou une vraie révolution ? L'IA est-elle fiable sinon ? Et vous verrez, la réponse est un peu plus subtile que oui ou non. On parlera aussi des problèmes de souveraineté qui sont liés à l'intelligence artificielle et des responsabilités aussi qu'engendre cette technologie. Une autre problématique de taille, on en a beaucoup entendu parler dans l'actualité aussi, les droits d'auteur, la propriété intellectuelle. Et finalement, quelle est-elle et comment fait-on justement pour la définir avec cette nouvelle technologie ? On en parlera là aussi en détail. Et puis enfin, on parlera beaucoup d'humains, d'humanité, de citoyens, de l'homme derrière la machine et donc de l'IA open source. Est-ce que c'est envisageable ? Tout un programme très chargé et passionnant avec des invités de marque, des spécialistes pour décrypter tout cela. Véronique Rondeau-Abouli, experte en Web3, en économie numérique. Elle est aussi une avocate qui a orienté son activité professionnelle à la croisée des chemins entre blockchain, cryptoactifs et intelligence artificielle générative. Et elle connaît bien tous les défis éthiques, les exigences transverses de la compliance de ces nouvelles technologies, qui passent donc par le respect de la e-privacy, du RGPD et des normes du droit de la consommation et du code monétaire et financier. Et nous sommes également en compagnie de Glenn Roland, ingénieur, entrepreneur, directeur technique de Bolcode, spécialisé sur les questions de logiciels, de systèmes et d'infrastructures en réseau, notamment sur les questions de performance, de fiabilité, de cybersécurité. Un passionné aussi par les systèmes distribués pair à pair, par la poésie, par le chaos. Défenseur aussi de l'éducation, du revenu de base et des technologies au service du progrès humain. Avant de rentrer dans le vif du sujet, des sujets même, autour de cette intelligence artificielle, je passe la parole à Thibaut Grousse, directeur de l'agence 50A et qui est à l'origine donc de cette table ronde. À toi Thibaut. Alors d'habitude en fait j'ai des beaux PPT, des beaux... Et là en fait j'ai écrit sur du papier et le sujet est tellement dense que j'ai dû un peu synthétiser mes idées parce que ça partait dans tous les sens. Ce matin on se réveille avec Nicolas et on apprend via le dernier baromètre sur l'opinion des Français que 61% des Français pense que l'IA est une révolution aussi importante que l'imprimerie. Et donc, il pense qu'il faut la réguler. C'est d'autant plus intéressant que cet engouement pour l'intelligence artificielle me rappelle, j'ai commencé le web en 98, ça me rappelle un peu ça. Cet engouement, cette bulle. Et effectivement, en fait, on est vraiment témoin d'une rupture technologique sans précédent, d'une lame de fond, d'une révolution qui est portée par l'algorithme, la technologie, l'architecture, la data et les capacités de calcul. Comme toute révolution, changements sociétaux, il y a une prolifération d'experts et d'expertes. C'est normal, ça n'existait pas il y a 1 an et demi. Donc comme
En 98, en 95, on avait des experts de sites internet. Je suis pas data scientist. Je suis plutôt un explorateur des technologies numériques. Et en ça devient intéressant parce que vraisemblablement, on est à une période où on doit faire preuve de discernement. L'intelligence artificielle sans définition, sans analyse, c'est vraiment un terme de marketing technologique pour nous, consultants, ou les consultants, et vendre encore une énième sauce sans se poser la question, mais pour être à la mode. Donc l'idée, c'est comment on dépasse l'effet waouh, comment on dépasse le buzz effect. Est-ce qu'il y aura une bulle ? Probablement oui, et je pense que Glenn reviendra dessus au cours de cette table ronde. Donc comment les choses vont se passer ? Comme souvent dans l'histoire, en fait, la technologie, elle est déjà accessible au commun des mortels, et c'est à ce moment-là qu'on se pose des questions. Et c'est à ce moment-là qu'on dit, oh, il faut réguler. Mais réguler quoi ? Réguler comment ? Comprendre comment les choses sont faites. Et avec Internet, c'est vrai qu'on pouvait manipuler l'information. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut manipuler la connaissance. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Manipuler la connaissance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'un langage informel, que je parle là avec vous. Je peux désormais transformer mon langage informel en langage formel informatique pour le transcrire en langage binaire. Et pour ça, il fallait que des humains l'imaginent. Donc en gros, en fait, on peut traduire un besoin en algo, puis l'algo en code. Et ça, c'est tout nouveau pour la simple et bonne raison que ça va permettre presque de dire, tiens, j'ai une idée de business, fais-moi mon business. Ça rajoute une dimension, en fait, à nous, prestataires de services, c'est ce qu'on faisait. On faisait des sites internet, des stratégies digitales, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais pouvoir vraiment dire, tiens, fais-moi mon business. Alors évidemment, forcément, certains acteurs économiques deviennent des instruments géopolitiques, des armes de guerre. Et forcément, ça va l'amplifier. Comment réguler ? Comment ne pas perdre en compétitivité ? Comment impliquer les dirigeants d'entreprise, les dirigeantes, pour concevoir des lois à la fois efficaces mais pertinentes ? Comment embarquer nos dirigeantes et dirigeants politiques ? Et forcément, comment assurer une souveraineté numérique ? Où est-ce que sont hébergées mes données ? Parce que finalement, l'intelligence artificielle sans sens, ça reste du gadget. L'intelligence artificielle sans savoir où sont hébergées mes données, ça reste un gadget. Donc, les données sensibles, aujourd'hui, c'est important. Et quand tu te rends compte que beaucoup de salariés n'ont pas encore été formés, mais commencent à balancer des clauses, des documents confidentiels dans le ChatGPT, ça risque de poser un problème. Et forcément, problème allant, donc ça c'était Glenn qui m'envoie une info tout à l'heure, qui me dit, regarde, là, a priori, Copilot, l'outil de Microsoft pour développer, se serait appuyé, en fait, aurait entraîné ces données sur des données issues de GitHub, utilisées en privé. Ils ont fait tourner des serveurs, ils les ont utilisés. En gros, en fait, c'est bien joli de se dire on veut une IA éthique, responsable, #bienveillante, lol. Mais ça reste conçu par des humains. Donc la transparence des données, la technologie, c'est vraiment un sujet profondément politique, qui évolue avant l'économie, qui évolue avant les usages, qui évolue avant la politique, avant le juridique. Et c'est en ça qu'on va se poser ces questions aujourd'hui. Donc l'idée, c'est que... je me fais rire parce que je regarde ce que j'ai écrit. Enjeu éthique à l'heure où utilisé par les communs des mortels, nous serions en droit de comprendre comment sont conçus des algorithmes réalisés par des hommes blancs, donc des algorithmes peut-être woke, #lol aussi. Et finalement, une IA puissante, entraînée sans contenu, sans copyright, qu'est-ce que ça peut donner ? On peut revenir sur l'annonce de la start-up française Pléias qui vient de prouver que c'était peut-être possible de faire les choses avec du logiciel libre, avec justement des informations ouvertes. Et puis l'idée, c'est d'éviter de reproduire les mêmes erreurs qui, depuis une vingtaine d'années, finalement, on a donné les clés à des sociétés, des entreprises qui deviennent aussi fortes que des États. Alors on est là aujourd'hui pour essayer de démystifier ce mythe de l'intelligence artificielle globale, où on nous vend un métacerveau qui ressemblerait presque à Dieu. Et donc finalement chez Saint-Quentin, nous on est intimement convaincus que c'est pas l'homme versus la machine, mais c'est plutôt l'association des deux. Que c'est une combinaison homme-machine censée être meilleure que la machine seule. Cette première session d'acculturation pour passer derrière à des choses plus concrètes encore avec des cas d'usage. Mais aujourd'hui, on souhaite ouvrir le dialogue non seulement pour répondre à des questions, mais aussi anticiper les défis futurs. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours été animé avec Nicolas, avec Jérôme, par soulever le capot pour comprendre en quoi les choses sont essentielles et comment la technologie pourra nous aider. Merci beaucoup Thibaut. Avant de rentrer aussi dans le vif du sujet, ce qui est important quand on parle d'intelligence artificielle, et vous allez chacune nous éclairer, c'est qu'il faut une définition que tout le monde semble connaître. Pourtant, c'est bien plus subtil que ça. Véronique, je vous laisse peut-être commencer pour justement démystifier, expliquer, décortiquer l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est ? Il y en a une, elle est posée par le futur règlement européen sur l'intelligence artificielle
c'est l'article 3 de ce règlement européen, qui définit l'intelligence artificielle comme un système logiciel. Un système logiciel qui est développé avec une ou plusieurs technologies, et qui est organisé vers une finalité, c'est-à-dire c'est pour générer des résultats, pour prédire, pour évaluer, pour prendre des décisions, éventuellement des recommandations qui influencent les environnements avec lesquels l'humain interagit. Donc en fait, l'intelligence artificielle, elle est là dans notre vie depuis très longtemps. Souvent, on tente à confondre intelligence artificielle et algorithme. Je dirais que l'algorithme fait partie de tout ce système logiciel qui va permettre la prise de décision. Mais je pense que ce qui fait que les personnes s'interrogent de plus en plus, c'est l'arrivée tout à fait époustouflante dans l'environnement de ce système logiciel des LLM, c'est-à-dire ce qu'on appelle des systèmes de fondation, qui sont des large language models et qui permettent de générer du texte à partir de différentes requêtes, qui ne génèrent pas que du texte d'ailleurs, qui peuvent générer aussi tout à fait autre chose, de la musique, du son, de la vidéo, des photographies, avec une interaction homme-machine par rapport à ce qu'on appelle des prompts. À terme, je pense que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, qui est en quelque sorte un sous-compartiment, si vous voulez, de l'intelligence artificielle, mais de plus en plus, on ne va pas pouvoir la réglementer comme un outil d'intelligence artificielle, mais je pense que même si le règlement mentionne ces systèmes de fondation, à moyen terme et même à très court terme, on ira vers une réglementation spécifique par rapport à toutes les problématiques que ça pose en tant que telles. Glenn, une précision, un apport à cette définition ? Oui, en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, effectivement, il y a du vocabulaire et je pense que c'est important qu'on le pose là dès le début, sans forcément faire un cours magistral. Comme dit le proverbe, quand on parle d'IA, c'est pour un PowerPoint, c'est du marketing. Quand on parle de machine learning, c'est de la technique. Donc oui, effectivement, il faut distinguer différentes typologies d'intelligence artificielle. Alors moi, il y a 15 ans, je donnais des cours à la fac à Paris 6. Et à l'époque, on parlait des systèmes experts qui finalement étaient que des algorithmes basés sur des règles métiers précises. On parlait déjà d'intelligence artificielle pour ça. Mais aussi, on parlait aussi de calculatoire et donc ce qu'on appelle de l'IA symbolique et computationnelle. Par exemple, Wolfram Alpha, peut-être que vous connaissez. Ça permet de calculer automatiquement, de faire des démonstrations, des preuves, etc. Et on va parler aussi de statistiques, et avec beaucoup de données, et on va parler de machine learning. Et quand on parle d'IA, en fait, c'est un peu tout ça. J'aime beaucoup la façon dont tu l'as abordé par le cadre légal, et qui en fait est l'usage et le cadrage de l'usage. Moi, de mon côté, je suis ingénieur au départ, donc je m'intéresse plutôt à qu'est-ce qu'il y a sous le capot et comment ça marche. Comment ça marche ? Déjà, selon la typologie que je viens de mentionner, ça ne marche pas du tout pareil. Dans la partie machine learning et statistique, on va parler notamment de réseaux de neurones qui vont apprendre de différentes façons, après un entraînement. Et cet entraînement, il peut être soit supervisé par des humains qui vont aider, accompagner, soit non supervisés, où on va mettre par exemple des réseaux de neurones contre des réseaux de neurones, ils vont se combattre entre guillemets et s'entraîner, être meilleurs que celui d'en face. Et dans ces catégories-là, il y a encore des sous-catégories, comme tu le disais, pour du traitement du langage, pour de la reconnaissance d'image, et puis un réseau de neurones mis à l'envers, celui qui est capable de reconnaître une image, si vous lui présentez des pixels aléatoires, il vous dit « ouais mais ces pixels aléatoires ils ressemblent à rien ». Et en fait, en le forçant un petit peu, il vous dit « ah oui, là, si tu pousses le pixel, il peut ressembler à quelque chose ». Et en fait, ça permet de générer une image en retournant la partie reconnaissance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de ces systèmes, alors soit on a envie de rentrer dans la technique, soit on va parler de l'usage. Les mots-clés qui commencent à apparaître en ce moment, c'est du texte to image, de l'image générée par du texte to sound, du image to text, du texte to vidéo, etc. Donc ça, c'est pour préciser le vocabulaire. Et je pense qu'on a fait le tour pour cette partie-là. Pour compléter, Glenn, il y a souvent un petit piège quand on parle d'intelligence supervisée et non supervisée. On a l'impression que non supervisée, il n'y a personne, mais il y a toujours l'humain derrière. C'est une technique, si vous voulez, d'apprentissage. On va dire que l'apprentissage supervisé, justement, on donne à l'algorithme pour prendre des décisions, des données qui sont franches, étiquetées, enfin, etc. L'apprentissage non supervisé, c'est quand on ne sait pas très bien où on veut aller et où on va justement donner à l'algorithme des points de données, lui demander des conditions de succès. C'est les techniques qui sont utilisées pour faire du ciblage, aussi ce qu'on appelle la technique du plus proche voisin par rapport à des points de données, enfin, etc. Ce qui peut rassembler l'intelligence artificielle, c'est les traitements automatisés par des prises de décision
plus ou moins large. Mais en fait, c'est ça, sur des très gros volumes de données. Et effectivement, dans cet apprentissage non supervisé, il va y avoir de la reconnaissance automatique ou du rapprochement automatique entre des données. Alors, ça veut dire quoi, rapprocher des données entre elles ? Ça va être soit sémantique, soit par des ressemblances diverses et variées, dans des espaces dimensionnels, alors, au sens mathématique, pas au sens métaphysique, pour se dire, ok, la distance mathématique entre tel point et tel point, elle est plus proche que tel autre point et tel autre point. Et quand on va parler de génération ou de catégorisation, en fait, c'est simplement de positionner deux données l'une par rapport à l'autre, soit en positionnant volontairement, soit en reconnaissant la distance. Avant de poursuivre, je vais rebondir sur quelque chose que Thibaut a dit dans son introduction, ce fameux buzz. C'est vrai qu'il y a 1 an et demi, on n'en parlait pas. Là, maintenant, tout le monde parle d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est juste un buzz ou pas ? Vaste question. Alors, c'est une très bonne question, elle tombe à pic, parce que je lisais ce matin un article de Cory Doctorow, donc, qui est blogueur, journaliste, auteur de SF, qui est notamment aussi co-créateur des Creative Commons et de l'Electronic Frontier Foundation, qui disait justement qu'il y avait un peu trop de hype là-dedans, et que c'était probablement un signe annonciateur d'une bulle, comme la bulle Internet, comme les gens qui ne parlent plus de métavers ou qui ne parlent plus de blockchain aujourd'hui. Alors non pas que ce ne soit pas des technologies intéressantes, c'est juste que ça n'a manifestement pas été le bon timing, ni les bons cas d'usage pour que ça soit adopté, et ça pose forcément des questions sur quels critères on identifie une bulle. Ce qui ressortait de son article, c'est des questions de maturité technique, de viabilité économique, de saturation du marché, d'environnement réglementaire. Évidemment, chacun de ces points changeants peut faire basculer ou replier le jeu complètement. C'est-à-dire, si demain vous régulez complètement sur le plan légal l'IA, c'est plus tout le même jeu, et c'est pas sûr qu'OpenAI ou les autres continuent à produire ChatGPT. En tout cas, pas avec les mêmes conditions et pas le même prix. La question de la perception du public, de la fiabilité, de l'adoption, les questions évidemment des investissements et la quantité d'investissement. S'il n'y a plus d'investissement et que c'est pas rentable, ça s'arrête. Des dépendances techniques, c'est-à-dire si demain ChatGPT dépend d'une technologie qui n'est plus disponible ou parce que les ressources sont rares et disparaissent, est-ce que ça continue ? Non. Des compétences des gens pour les faire fonctionner. Là aussi, si on perd les gens ou si la territorialité n'est plus capable de fournir les compétences d'ingénierie ou de je ne sais quoi nécessaires, ça s'arrête. Et évidemment, la capacité à survivre à des crises. Et il me semble que l'écosystème géopolitique est en train de changer et ça pourrait nous amener des choses qui influencent l'IA aussi. Pour vous donner une idée, en fait, pour gagner des utilisateurs, il semblerait qu'OpenAI, une requête sur ChatGPT leur coûte entre 20 et 30 centimes. Or aujourd'hui, en fait, c'est vendu à l'utilisateur 2/10 de centimes. Donc forcément, c'est un peu comme Uber. C'est-à-dire Uber, pour gagner des clients, ils n'ont pas été rentables jusqu'à 2023. Mais Glenn me rappelait que l'Amérique latine, que l'Europe régule et que forcément en fait le travailleur Uber va être amené à être salarié et auquel cas le modèle économique peut se casser la figure. Rien à voir sur ChatGPT, mais avec OpenAI, à un moment donné, les investisseurs voudront une rentabilité. Donc l'idée c'est de savoir où est-ce qu'ils mettent le curseur et puis comment ils veulent réellement la réguler, quoi. Oui, je crois qu'on est un petit peu tous d'accord, mais il y a buzz et buzz, je veux dire. Parce que l'intelligence artificielle, il y a d'abord eu une petite vague de buzz, c'était dans les années 2018-2019. En même temps que la mise en œuvre obligatoire du RGPD, je ne sais pas si vous vous rappelez, parce que là, on a commencé à beaucoup parler de données. Dans le RGPD, il y a un article très, très mal compris, qui est l'article 22 sur les prises de décision automatisées, et qui, justement, déjà anticipait, en quelque sorte, un petit peu l'avènement de la régulation de l'intelligence artificielle, mais on reviendra dessus après. Et puis après, il y a eu, alors, c'est tombé, il y a eu la blockchain et les crypto-actifs, les crypto-monnaies. Puis alors maintenant, ça retombe un peu. Enfin, on en parle un peu moins, mais quand même. Et puis tout à coup, il y a, on reparle de l'intelligence artificielle. Mais moi, je pense qu'on en reparle parce que tout à coup, grâce au LLM et avec l'apparition de ChatGPT, on se rend compte tout à coup vraiment de ce que ça peut nous apporter, et notamment au niveau de l'individu tout petit par rapport aux fonctionnalités de cet assistant virtuel qui va devenir notre assistant au même titre que notre iPhone maintenant est devenu véritablement notre ordinateur quotidien de tous les jours. Par contre, le buzz, il est un petit peu comme ce qui s'est passé dans la blockchain à partir des années 2020, c'est-à-dire que tout à coup, il y a des effets de mode et qu'on veut faire un projet pour un projet sans qu'il y ait derrière véritablement un business plan ou une vraie finalité ou finalement une vraie valeur ajoutée.
Parce qu'effectivement, on ne monte pas un projet IA comme ça pour n'importe quoi. Mais par contre, je crois effectivement, pour reprendre ton image sur l'imprimerie, là, on est vraiment à l'aube d'un changement complet de la manière dont la technologie va intervenir dans nos vies et surtout à la manière dont nous allons interagir avec elle. D'ailleurs, récemment, j'entendais un interview des devs d'OpenAI qui, en novembre 2022, au lancement de ChatGPT, s'y attendaient pas du tout. Parce que eux, ça faisait 5 ans qu'ils travaillaient dessus. Ils s'attendaient pas du tout à cette adoption, en quelque sorte. C'est 100 millions d'utilisateurs en l'espace d'un mois. Ce qui est dingue. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, en 98, c'était il me faut un site internet. On te donnait une plaquette et t'en faisais un site internet. Et aujourd'hui, quand on fait des conférences, j'ai des chefs d'entreprise qui me sautent dessus en disant génial ce que tu as raconté, je veux faire un projet IA. En fait, ça ne veut rien dire. Le point de départ, c'est quand même un peu la RGPD. Cette espèce de gros mot qui veut rien dire, mais qui est le socle d'une vraie réflexion sur l'usage de tes données. Et donc, est-ce que c'est un buzz ? Oui, un buzz de consultant, forcément. L'IA, et ça sert à vendre ta sauce. Est-ce que c'est une lame de fond qui va impacter des mutations sociétales et technologiques ? C'est évident, en fait. La question du buzz est intéressante parce qu'en fait, c'est pas le premier buzz sur l'IA. L'IA est apparue en 1954 lors d'une conférence avec McCarthy, Minsky et d'autres. Et ils ont travaillé de 54 à 74. Alors j'ai essayé de retrouver les dates, mais voilà. Jusqu'en 74, il y a eu un froid parce que, en fait, ils avaient beaucoup trop promis. Ils n'ont pas réussi à livrer. Voilà. Ça réapparaît dans les années 80 avec les systèmes experts. Il y a eu gros buzz sur les systèmes experts pendant 10 ans. Mais en fait, c'est en fait la troisième fois qu'il y a un buzz sur l'IA. Et on a oublié qu'il y avait 2 buzz précédents avec à chaque fois des grosses promesses, à chaque fois des investissements, à chaque fois de la recherche. Est-ce que c'est le dernier ? Est-ce que ça va marcher cette fois ? Bon, on verra. Alors justement, dans cette lame de fond, il y a beaucoup de choses qui se passent. Enfin, si on ouvre le capot, sans être une connaisseuse évidemment, il y a beaucoup de données. Dans les projets d'IA, il y a beaucoup de données, beaucoup qui ne sont pas qualifiées, des résultats qui ne sont pas forcément bons. Du coup, la question se porte sur la fiabilité. Quelle est-elle ? Qu'en dire ? Alors, déjà, parmi vous, qui utilise ChatGPT ? Beaucoup de monde. Ok. Parmi vous, qui est abonné à ChatGPT ? Parmi ceux qui sont abonnés, est-ce que vous avez vu le moment où il est devenu fou il y a 2 semaines ? Est-ce que vous avez regardé la status page ou est-ce que vous avez reçu les notifications de quand est-ce que ça ne marche plus ? En fait, dans tous ces systèmes, quelle que soit la typologie d'intelligence artificielle, ce sont des systèmes complexes parce qu'il y a de l'infrastructure, des systèmes, du réseau, du logiciel. Ce sont en général des systèmes qui communiquent entre eux, donc qui sont distribués. Les algorithmes eux-mêmes contiennent des bugs. Le réseau peut lui-même défaillir et évidemment, l'énergie sur laquelle tout ça est basé peut apporter des problèmes aussi. Tout ça amène une complexité cognitive, déjà pour les gens qui le font exister et le font marcher, et donc une complexité de gestion. Et donc un nombre d'erreurs, ce qui amène en fait une perte de contrôle globale de ces systèmes qui sont bien trop complexes. Parce qu'aujourd'hui, les dimensions de ces différentes IA, surtout quand on parle des LLM et de ChatGPT et de ce genre d'outils, ces actifs virtuels qui ont l'air tout simples parce qu'il y a une page et ça répond à des questions, en fait, il y a une complexité énorme avec des milliers de serveurs derrière. Il faut bien que les gens les gèrent de façon fiable. Factuellement, quand vous regardez la status page, donc la page qui indique les états de service et la qualité du service chez OpenAI et chez les concurrents, bon, en fait, si moi je devais vendre ça demain, si j'avais le même niveau d'erreur face à mes clients, ils seraient tous déjà partis depuis longtemps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je fabrique un produit en tant qu'entreprise, que je vends à mes clients, il faut que je sois bien conscient que mon produit, de temps en temps, il ne va pas marcher pendant 3 heures. Et ça dépend pas de moi. Ça dépend de mon fournisseur qui est mauvais. La fiabilité n'est pas bonne aujourd'hui. Très clairement. Pas que d'OpenAI, je ne veux pas juste leur jeter les pierres à eux, parce que ce sont des systèmes complexes. La société, avec mes 30 personnes qui travaillent là, on n'est pas spécialisé sur de l'IA, on fait du service informatique avec du développement, de l'audit, du conseil sur un certain nombre de thématiques. On a des gens qui, eux, sont bien plus compétents que moi sur ces différents sujets. Ce qu'on voit face à des projets de données, c'est qu'aujourd'hui, nombre de projets ne dépassent pas ce qu'on appelle le proof of concept. Les entreprises veulent de l'IA, mais ne savent pas ce qu'elles veulent. Donc elles ont des données en vrac, des données qui sont pas étiquetées, pas qualifiées, pas triées, pas rien du tout. Et donc évidemment, quand vous mettez ce qu'on appelle garbage in, ça produit du garbage out. De la poubelle dedans, ça fait de la poubelle dehors. Donc il y a un gros travail qui représente 80% du travail, qui est simplement du nettoyage de données. Avant de pouvoir faire quoi que ce soit, avant d'avoir un résultat qui ressemble à quelque chose et qui soit peut-être éventuellement un jour utile. Et aujourd'hui, on en est là. Pour la majorité des projets IA d'entreprise. Alors évidemment, ça s'améliore. Il y a la phase 2, c'est quand les données sont définies et qu'on commence à avoir des résultats et que là, on se pose la question de est-ce que c'est bien utile à mon business ? Et si oui, il y a quoi ? Et après, il y a l'étape 3, c'est bon, maintenant que je sais à quoi c'est utile, j'aimerais l'intégrer et l'implémenter dans des vrais projets qui servent vraiment à mes clients ou à mon business ou à mes bénéficiaires ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, ce qu'on a sur le marché, c'est un très bel emballage produit de la part de Microsoft Copilot, de OpenAI, de je ne sais qui d'autre, qui nous vendent des abonnements qui sont déjà tout prêts, des pages web qui sont
très joli, mais avec une fiabilité qui est, somme toute, assez faible. Puisque là, on revient encore une fois à ce qui n'est pas l'essentiel de l'IA sur ChatGPT, que j'utilise presque beaucoup plus que Google maintenant. De temps en temps, il y a un petit peu des problématiques d'encombrement, mais enfin, moi, je trouve que c'est quand même très, très fiable. Ça dépend de ce qu'on en fait, puisque là, je vois que dans l'assistance, beaucoup d'entre nous l'utilisent, en l'utilisant comme un assistant pour l'aide à la recherche, pour l'aide à corriger un document, à nous donner des idées. Moi, je trouve que ça marche superbement bien. Étant précisé que, attention, je veux dire, c'est un peu comme un enfant, quoi. C'est-à-dire qu'il faut tout vérifier, il faut poser des prompts avant d'avoir quelque chose qui soit correct. On en est parfois à 15, 20, voire même 30 prompts sur des questions très complexes. C'est pour ça que je pense que c'est justement pas un buzz, parce que ça aide tellement les gens que c'est maintenant que je crois qu'on se rend compte de tout ce qu'on peut faire avec des données. Il y a Amazon qui a annoncé que justement, il a créé lui aussi son LLM et il permet aux entreprises de vente ou qui présentent des produits chez lui d'utiliser sa plateforme, sa structure pour justement avec son LLM créer de nouvelles fiches de présentation de produits, créer comment expliquer un contenu, etc. Donc ça acculture les gens à découvrir le patrimoine informationnel qu'ils ont et à pouvoir et à savoir l'utiliser. On va revenir aux bases. C'est quoi une donnée ? C'est d'abord une information qui est destinée à être utilisée par un ordinateur. Donc ça peut être des choses très ténues, ça peut être... C'est plein de choses. Et quand les gens commencent à apprendre et voir que ces choses peuvent, en fonction de la manière dont on les utilise, etc., donner des informations sur l'information, c'est là qu'après, il y a une acculturation à savoir qu'est-ce que je peux en faire, comment je peux l'utiliser. Les gens vont s'approprier ça. Je crois que bientôt, Apple va avoir intégré son propre LLM. Donc c'est comme ça que les gens vont découvrir l'utilisation en marchant, comme toujours. Donc oui, sur la question de la fiabilité, en fait, ça dépend évidemment du contexte. C'est-à-dire que si moi, grand public, je pose des questions à peu importe l'outil, en fait, et que le truc ne me répond pas ou me répond 10 minutes plus tard, ou qui me dit « Non, mais là, tu as fait trop de requêtes, tu repasses dans 10... » À titre perso, c'est pas bien grave. Même sur une journée de travail d'entreprise, s'il me dit de repasser dans 1 heure, je peux vivre avec ça. En revanche, si mon activité, si je branche ChatGPT ou n'importe quel outil d'IA sur de la prise de décision automatisée, sur des données complexes qu'il va catégoriser, trier, filtrer, annoter, je ne sais comment, et que ce système a un enjeu sur mon business, sur ma production, sur ma relation client ou sur de la gestion de visuel. Moi, je travaille avec de l'humanitaire là, depuis 5 ans. Les bénéficiaires, c'est des gens qui sont déjà dans des situations de crise ou fragiles. Si en plus l'IA est branchée sur les outils de prise de décision ou de gestion et qu'elle ne marche pas, alors qu'ils sont déjà en crise et qu'on attendait justement de fournir de l'aide, c'est pire pour eux en fait. Donc la question, c'est des délais. Quand on est sur des gens qui sont sur des niveaux de risque où ils ont, je pense à des inondations, quand vous avez une rupture vous avez un glacier qui fond et l'eau se rompt, vous avez en gros 1 minute 30 pour monter à l'étage. À partir du moment où il y a l'alerte, si l'IA ne marche pas dans les 1 minute 30 et qu'il y a une prise de décision ou une alerte à faire dans ces délais, c'est pas bon. Cette question de la fiabilité, évidemment, elle dépend aussi du contexte et ça dépend aussi, il y a un vrai enjeu de bien réfléchir, est-ce que c'est malin de mettre une IA dans ce genre de contexte compte tenu du fait qu'elle n'est aujourd'hui pas forcément fiable selon le système que vous utilisez. Il y a une autre question aussi, c'est quand on parle d'IA, quand on parle d'un réseau de neurones, avant de parler de ChatGPT, des trucs compliqués qui sont des IA génératives ou des LLM, juste un réseau de neurones, vous l'entraînez sur des données, et la première question qui se pose, c'est il y a des données d'entraînement, puis après il y a les données globales, générales, que les gens vont vraiment lui mettre dedans. Est-ce que le réseau de neurones va être capable de reconnaître, de prendre des bonnes décisions, de catégoriser ou de prévoir la prochaine valeur correctement? Et on va parler de la fiabilité du réseau de neurones face à la quantité de faux positifs, c'est-à-dire de fausses réponses positives données dans la quantité en question, de faux négatifs, et en fait de sa capacité à généraliser ce qu'il a appris. Déjà pour un réseau de neurones de base. Donc sur des énormes réseaux de neurones qui s'appellent les transformers et qui servent à fabriquer des LLM, en fait cette question de la fiabilité et de la mesure de la fiabilité, il faudrait la poser. Aujourd'hui, un LLM, une IA générative, qu'est-ce que ça fait ? C'est un peu comme la complétion dans Google. Vous avez un contexte qui est le début de votre phrase, et quand vous tapez un mot, Google vous propose le mot suivant, vous savez. C'est juste ça, mais avec une intelligence un peu plus grande et une capacité à comprendre un peu mieux le sens ou à rapprocher mieux les concepts, en tout cas sur le langage français, anglais, etc. Quand vous faites convertir à l'islam, convertir et puis convertir un PDF. Est-ce que PDF, c'est une religion comme les 3 autres ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce mème sur Internet. C'est un peu le même genre de capacité que va avoir un LLM. C'est-à-dire qu'il va générer des mots, même des morceaux, de fragments de mots qu'on appelle des tokens, par rapport à un contexte, et il va chercher à être le plus aligné possible avec le contexte que vous lui donnez.
Est-ce que pour autant c'est fiable ? Ça dépend de la qualité de l'alignement et ça dépend du contexte, et donc du prompt que tu mentionnais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la fiabilité ? Faudrait être capable de mesurer ça. Du coup, vu que tout est dit sur la fiabilité, on peut passer à une autre problématique de l'intelligence artificielle qui est la souveraineté. Je vais faire une petite citation de notre président Emmanuel Macron, qui a déclaré par exemple au sujet des modèles de langue de l'intelligence artificielle que ces derniers ne soient pas seulement nourris de contenu en anglais sera un défi civilisationnel. Preuve qu'il y a un vrai sujet sur la souveraineté, notamment, j'allais dire, en France et en Europe. Alors avant de parler de souveraineté, c'est quand on est souverain sur quelque chose quelque part, face à des gens ou d'autres gens. Ça pose la question de, il y a un service qui est donc virtuel, ce service existe sur des machines qui existent forcément quelque part. Donc où est l'infrastructure ? De quoi elle dépend ? De qui elle dépend ? De quels intérêts elle dépend ? Je vous rappelle qu'il y a des pays, notamment les États-Unis, qui ont des lois qui s'appliquent de façon extraterritoriale, qui leur permettent d'avoir accès ou de stopper des services à distance, sous prétexte que les opérateurs de ce service seront immatriculés aux États-Unis. Donc l'IA va être forcément impactée par le monde réel, sur les aspects techniques, sur les aspects des ressources, quelles qu'elles soient. Par exemple, il se passe quoi quand il n'y a plus de cartes graphiques NVIDIA ? Est-ce que vous faites encore de l'IA ? Ou quand le prix des cartes graphiques NVIDIA, donc ils font les calculs de ces différents réseaux de neurones, quand elles ont des prix qui flambent, et donc tout un chacun ne peut plus se les fournir, et que ça devient même très très cher pour les entreprises. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de réseau ? Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'énergie, quand le territoire et la politique du territoire viennent décider un truc différent ? Et puis évidemment, cette IA, elle est liée aussi au monde physique par les emplois, par les industries, par les régulations dont tu as déjà parlé. Il y a des enjeux qui sont bien plus grands que la simple territorialité locale, les questions des terres rares, du cuivre, de l'énergie, du gaz, du pétrole. Puis des tas de coûts invisibles dont on n'a pas parlé encore et qu'on va aborder plus tard. Il se passe quoi donc en termes de souveraineté quand il y a une concentration des IA ou des ressources nécessaires à l'IA entre les mains d'un acteur et que c'est pas vous ? Il se passe quoi pour ceux qui sont déjà dans des situations mauvaises ? Je pense aux pays en voie de développement qui partent avec du retard face à des pays qui eux, ont déjà de l'avance et qui vont s'accaparer nécessairement ces ressources, qui l'ont déjà fait en fait. Il se passe quoi quand ces pays ou ces entreprises qui sont déjà hégémoniques font les choix des datasets, parce que c'est elles qui décident, c'est leurs outils. Dans ce dataset, est-ce qu'il y a des Français, des Anglais, des Russes, des Grecs, des Péruviens À quel pourcentage ils sont représentés ? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'homogénéisation de la donnée ou de surreprésentation de certaines données ? Qu'est-ce qu'on fait de la diversité culturelle et des décisions qui seraient prises là-dessus ? Comme tu disais, il y a un enjeu d'accaparation, non seulement de la culture. En fait, il y a un enjeu sur la cognition. C'est pas juste sur la connaissance, sur les capacités cognitives et sur le raisonnement qu'on est en train de déléguer à de la machine. Qu'est-ce qui se passe si vos capacités cognitives et votre raisonnement est délégué à une machine et que c'est pas vous qui les maîtrisez ? En réalité, quand je disais qu'avec Internet, tu manipules l'information, aujourd'hui, tu manipules la connaissance, qu'on soit bien d'accord, ce sont des hommes et des femmes qui font des algorithmes. Donc je pensais plus à ça, c'est-à-dire qu'en même temps, tu vas être capable, dans ta manière dont tu vas concevoir l'algorithme. Pour moi, la problématique, c'est justement ça, soulever le capot, c'est être capable de comprendre comment l'algorithme est fait. Et en soi, quand tu donnes un outil accessible à toutes et tous pour faciliter ta réflexion, c'est dangereux, parce que si tu ne connais pas le code source, tu sais, ça me fait penser à Parcoursup. On comprend rien, les parents sont paumés, parce qu'en fait, on ne sait pas comment l'algorithme est fait. Et en soi, moi, je suis pas assez calé sur la définition du mot souveraineté. Souveraineté, c'est être nationaliste, c'est quoi en fait ? Et je pense que c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à définir. Effectivement, quand on a la chance d'avoir une avocate, souveraineté... Souveraineté, c'est la capacité pour un État de réglementer en disant chez moi, ça se passe comme ça, qui que vous soyez. Un exemple de souveraineté, justement, l'Union européenne l'a démontré tout au long de l'année 2023 avec ce qu'on a appelé son paquet numérique et les 4 règlements DMA, DSA, Data Governance Act et le Data Act, qui tous ont le défi quand même de réglementer les activités justement des plateformes, enfin de l'infrastructure servicielle, si je puis m'exprimer ainsi, même si elle n'est pas en Europe, mais que ça concerne des prestations de services qui sont faites sur les territoires européens et qui concernent des Européens, alors on appliquera la législation
de l'Union européenne. Ce qui ne sera pas d'ailleurs sans poser des problèmes parce qu'il y a une extraterritorialité. Et je dois dire que Google, Facebook savent très très bien jouer de cela quand on les assigne sur des problèmes de compétences. Mais enfin, on a toute une jurisprudence qui s'est construite et qui fait que je me permets d'être assez optimiste. Mais en fait, c'est ça la souveraineté. C'est qui peut légiférer et fixer les règles et les rendre opposables. Et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans l'économie du numérique avec justement des plateformes, enfin je dis ça pour généraliser, ou des personnes qui nous offrent des services, que ce soit le cloud ou par exemple les LLM, qui sont des personnes de droit étranger et qui effectivement nous donnent des services à leurs conditions en général. Hein, c'est bien leurs conditions CGU et c'est tout le débat de la souveraineté. Mais quand on a parlé de souveraineté, à un moment donné, quand on dit faut savoir la donnée, l'algorithme, faut pas confondre l'algorithme et la donnée justement. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle par exemple de souveraineté des clouds, bon, quand il y a notamment de la donnée à caractère personnel, je précise bien à caractère personnel, et que la donnée est transférée, parce que au sens du RGPD, quand on parle de transfert de données, c'est transfert en dehors de l'Union européenne. Sinon, c'est un échange de flux. Et donc, quand la donnée est transférée hors de l'Europe, on doit le faire avec ce qu'on appelle des clauses types qui sont approuvées soit par la Commission européenne ou autre, enfin, etc. Donc, il y a quand même tout un système qui garantit le droit des personnes. Étant précisé quand même que quand vous lisez comment dirais-je, les conditions générales d'AWS, etc., ils vous disent bien, oui, on vous garantit que, bon, on a des conditions spécifiques pour le transfert des données s'il y a lieu en dehors de l'Europe, mais souvent, ils ne vous les donnent pas, ces conditions spécifiques, mais bon, passons. Mais surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est que même si en Europe, de toute façon, ils ont une discovery qui leur vient des États-Unis, je peux vous assurer que la loi américaine est susceptible de s'appliquer même en Europe. Tout ça est assez relatif. Et puis surtout aussi, pour qu'il y ait ces grosses puissances de mémoire, j'imagine que vous savez faire la différence entre ce qu'on appelle la distribution, hein, la distribution des serveurs, c'est-à-dire que et c'est comme ça que toute cette infrastructure peut marcher, c'est qu'il y a des tas de serveurs partout qui peuvent être requêtés de n'importe quel endroit et toutes les mémoires sont, si vous voulez, distribuées sur les différents... bon. Donc vous pouvez très bien avoir des serveurs qui sont effectivement sur le territoire de l'Union européenne, mais qui ont dupliqué des données qui sont hors de l'Union européenne aussi. Tu veux rebondir, Glenn ? Oui, bah ça pose la question effectivement de l'application extraterritoriale. Est-ce que vous connaissez YouTube Download ? Non ? Est-ce que vous avez entendu parler du DMCA, qui est une réglementation américaine, qui permet de bloquer des contenus qui contreviendraient aux droits d'auteur, dont l'usage ne correspond pas à ce qui était prévu. Et on s'est retrouvé comme ça sur GitHub, qui héberge un projet open source qui s'appelle YouTube Download, dont le nom était très mal choisi et dont l'exemple était aussi très mal choisi. Mais ce projet est utilisé par la BNF. Il est en lien avec pas mal de trucs très institutionnels français. Ce projet s'est retrouvé sous le coup du DMCA, s'est retrouvé bloqué par GitHub, et du coup la BNF ne pouvait plus faire son travail. Alors évidemment, il a fallu négocier, ça a pris du temps à débloquer, mais c'est typiquement un problème de souveraineté, avec un conflit de réglementation et de l'extraterritorialité, puisqu'on était sur un projet qui était majoritairement européen, de ce que j'ai compris du point de vue des développeurs, mais sur lequel la loi américaine s'était appliquée parce que l'hébergement était américain. Et c'est ça que ça veut dire. C'est qu'est-ce qui se passe si vous avez vos machines ou votre IA qui est quelque part et que vous êtes dans un pays où soit autoritaire, soit en lien avec un pays autoritaire, la Syrie, la Turquie, Gaza, qui vous voulez. Hein, voilà. Évidemment, les premiers trucs qui sont coupés, c'est vos accès à toute la partie intelligence, toute la partie au réseau, toute la partie au cloud. Vous pouvez juste plus rien faire du point de vue numérique. La question, moi, que j'ai envie de poser, c'est comment est-ce qu'on garantit la continuité de service dans tous les cas ? Il faut décentraliser, il faut être indépendant, entre guillemets, et autonome dans une certaine mesure. Pour être souverain, en fait, il faut être capable de gérer soi-même le service, de l'auto-héberger, en tout cas de choisir où on le met, et dans une certaine mesure d'être open source, en tout cas d'avoir un certain niveau de transparence. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai pas envie de teaser la suite. On parlera de l'open source, évidemment. Véronique, une petite question très importante. Quel cadre justement donner à l'intelligence artificielle ? Quel cadre juridique pour les années à venir, pour que ça soit qualitatif, respectable ? Le cadre, il est donné. Hein. De toute façon, il était déjà là, plus ou moins. Le règlement européen est là pour, justement, dans le cadre du marché unique, faire en sorte qu'il y ait les mêmes garanties pour tout le monde sur le territoire européen. Et en fait, on va avoir un système qui va reposer sur
la garantie du risque vis-à-vis d'une part des personnes, mais aussi des institutions. Et on a fait en sorte qu'on va avoir plusieurs systèmes, des intelligences artificielles à très haut risque, ce qui permettra de voir s'il y a des activités qui sont interdites, à risque moyen, enfin, etc. Bon. Et en fonction de la classification du système d'intelligence artificielle, il y aura des obligations spécifiques qui s'appliqueront aux fournisseurs du système, aux distributeurs, etc. Et surtout, l'article 1 du futur règlement européen dit bien que ce système de responsabilité de la réglementation de l'intelligence artificielle repose sur les droits fondamentaux, tout ce qui est le corpus de ce qui fédère l'Europe. Les droits fondamentaux, notamment, sont rappelés dans plusieurs textes, notamment dans la Charte des droits fondamentaux. Le principe fondamental, justement, sur lequel repose l'Union européenne, c'est le principe de dignité. C'est l'article 1 de la Charte des droits fondamentaux, qui maintenant a quand même valeur de traité, hein, parce qu'on dit charte, mais c'est bien un traité, depuis le fameux traité de Lisbonne. Mais il y a une petite itération là, si vous voulez, c'est que quand on a codifié donc, dans la Charte européenne les droits fondamentaux, et qu'on a parlé du principe de dignité, c'est la dignité donc de la personne humaine, dans ses droits, etc., dans ses droits économiques, dans ses libertés, dans justement sa capacité informationnelle à pouvoir savoir comment on traite des données, etc. Mais il manque un petit quelque chose et on va vers une évolution. Et justement, les évolutions de l'intelligence artificielle et surtout de la technologie le démontrent. C'est que toute la construction des droits fondamentaux que nous avons, elle repose beaucoup aussi sur la réification de la personne en tant que personne physique et notamment sur les atteintes au corps notamment et aux droits. Et on se rend compte avec les nouvelles technologies qu'il y a une nouvelle catégorie de droits qu'on ne soupçonnait pas, c'est ce qu'on appelle les neurodroits. C'est-à-dire que de plus en plus, quand on parlait de la vie privée, au sens des droits fondamentaux, au sens de la définition de la Cour européenne des droits de l'homme, parce que contrairement à ce qu'on pense, le RGPD ne définit pas la vie privée, il la protège également, mais la vie privée, c'est tout à fait autre chose. C'est donc dans les textes européens. Pour vous donner une idée qui démontre un petit peu l'évolution, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion de définir la vie privée comme toute atteinte à la vie privée, c'est une atteinte à quelque chose qui porte atteinte à la représentation de l'individu dans la sphère sociale. Vous voyez, donc c'est très large. Je veux dire, l'atteinte à la vie privée, c'est pas forcément aller dénoncer sur les réseaux sociaux que Madame X, on l'a vue à midi au restaurant et elle déjeunait pas avec son mari. C'est aussi une atteinte à la vie privée, mais c'est pas que cela. On se rend compte que avec les nouvelles technologies, rentre dans la définition de la vie privée la liberté de penser librement, mais la liberté cognitive, de voir son opinion qui soit pas forcément formatée ou influencée par les technologies. C'est une très très grande évolution. Et bien évidemment, ça fait partie aussi des droits fondamentaux, mais c'est ce qu'on va co-construire avec toute cette gouvernance technologique. Parce qu'au début, quand on a fait le RGPD, tout le monde nous a dit ça s'appliquera qu'à l'Europe si ça s'applique. Et puis on se rend compte que le monde entier maintenant nous copie et qu'on traite les données en considération des droits des personnes. La Commission européenne a dit que ce qui était remarquable, c'est qu'on a fait quelque chose qui était le fonctionnement de la technologie sur le risque et pour respecter les droits fondamentaux. Mais maintenant qu'on l'a dit et que quand même on le dit dans les textes, il va falloir gouverner la technologie par rapport à ces aspects-là qui se révèlent au fur et à mesure. Et d'ailleurs, il y a un recoupement entre la réglementation sur l'intelligence artificielle et le règlement, par exemple, européen sur le DSA, qui, par rapport aux obligations des plateformes, des grandes plateformes et des réseaux sociaux, il y a une innovation sur les modérations algorithmiques, etc. Enfin, tout ça procède de la même chose. Le respect des droits fondamentaux et de la vie privée et de la liberté de penser, qui faisait aussi partie des droits fondamentaux, mais qui s'éclaire tout à fait différemment. Et c'est aussi la liberté de penser seul et de ne pas, devoir rendre des comptes à la technologie pour cela, ou qu'on ne puisse passer que par le biais de la technologie.
Ce que vient de dire Véronique pose la question des responsabilités et il n'y en a pas qu'une, il n'y a pas juste un niveau de responsabilité au niveau de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, effectivement, comme tu dis, le RGPD a été posé dans la reprise du texte de loi informatique et liberté, mais on retrouve des réglementations équivalentes aux USA, on retrouve des réglementations équivalentes au Japon, on retrouve à différents endroits. Les chiffres que j'ai retenus, je faisais une conférence sur le sujet il y a quelques jours, j'étais en Afrique à Abidjan, et 50% des pays africains ont des réglementations sur la protection des données. Moi, j'avais jamais imaginé ça avant de fouiller. 65% des pays dans le monde ont des réglementations sur la protection des données. On est 6 ans après le RGPD. Alors évidemment, ces niveaux de protection des personnes et des données personnelles ne sont pas équivalents, tout n'est pas forcément compatible, ce qui posera encore quelques problèmes, mais j'ai l'impression qu'en quelques années, on a quand même fait un travail d'uniformisation de la thématique, et de la protection de cette thématique, qui, moi, me rappelle beaucoup ce qui a été fait sur la propriété intellectuelle et la Convention de Berne il y a quelques décennies avant, quoi. Donc j'ai espoir, d'une part, que ça s'uniformise et peut-être qu'il y ait des traités internationaux, et d'autre part, qu'on retrouve la même chose, parce que, comme tu disais, c'est des traitements algorithmiques à très haute vitesse sur la base de critères qu'on ne maîtrise pas du tout et encore moins explicables que ce qui était prévu sur le RGPD, qui vont être extrêmement difficiles à rendre transparents, et on va aborder cette thématique après, et qui posent la responsabilité à tout un tas de niveaux et qu'il va falloir désembrouiller, puisqu'il y a la question d'où viennent les données. Est-ce que la personne qui fournit les données est responsable ? Est-ce que c'est celui qui fabrique le modèle qui est responsable ? Est-ce que c'est celui qui publie le modèle qui est responsable ? Est-ce que c'est celui qui fait fonctionner le modèle qui est responsable ? Est-ce que c'est celui qui utilise le modèle qui est responsable ? Ou est-ce que c'est celui qui, après avoir utilisé le modèle, va publier les données qui ont été produites ? Et ce qui veut dire qu'on a une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes d'utilisateurs et d'entreprises qui intégreront ces différents outils, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Oui, alors là, tu donnais un petit peu l'exemple du LLM, enfin sur les données, mais je veux dire, effectivement, le règlement sur l'intelligence artificielle repose sur le principe de la transparence, de l'obligation à l'explicabilité, à la documentation technique, le traçage, à l'évaluation des conséquences des traitements. Enfin, tout ça, c'est documenté, c'est réglé. La réglementation est là, elle était déjà là indirectement quand même, parce que ne serait-ce que par rapport à la robotique, par rapport, je veux dire, à l'éthique, on avait déjà toute une réglementation, mais on appréhendait jusqu'à ce que le règlement sur l'intelligence artificielle soit effectif. Il y a quand même une réglementation qui était beaucoup plus éparse. Et puis surtout, il y a l'article phare de l'article 22 du RGPD sur les traitements automatisés des données. C'est un texte très difficile à comprendre et qui est très difficile encore. Et ça, la CNIL l'avait bien dit, parce que quand on a, si vous voulez, transcrit le RGPD dans la loi informatique et liberté, puisqu'il est transposé dans la loi informatique et liberté, elle avait dit, mais il faudrait qu'on souligne que c'est un droit fondamental, ça aussi. Parce que dans la prise de décision automatisée, il y a un triptyque qui est qu'on a droit à... Il y a une différence entre l'explicabilité et l'intelligibilité, si vous voulez, mais l'intelligibilité de savoir comment, par exemple, on a pris une décision de ciblage, de prise de décision, enfin, etc. Et normalement, ça ne doit pas être que des mots. La possibilité de revoir la décision avec la personne, et trop souvent encore, les gens pensent qu'il suffit de dire « oh bah oui, on a regardé votre dossier », mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et éventuellement de dire bah, « écoutez, on va voir avec vous comment on a entraîné les données, si vous voulez, on essaie, enfin bon, voilà, etc. » Puis le droit au recours effectif. Enfin, peu de gens encore se sont appropriés ce que j'appelle le contentieux algorithmique. Ça commence un petit peu au niveau de la CNIL. Notamment, il y a... je crois que c'est la Quadrature du Net qui a commencé à saisir certains responsables de traitement, de demander une explication sur les algorithmes. Alors, on commence à s'approprier ça. Mais justement, et je crois que le futur règlement sur l'intelligence artificielle et cette gouvernance technologique va faire que il va falloir que petit à petit, on commence à avoir la liberté de demander aux responsables de traitement comment vous prenez vos décisions, quelles sont les données d'entraînement, etc. Parce qu'on a les textes d'ores et déjà. Hein. Alors merci d'insister sur ce point, parce que je voulais aussi insister. Alors, l'explicabilité fait partie de la réglementation. Mais si on veut faire de l'explicabilité, il faut qu'on ait de la transparence, dans une certaine mesure. De la transparence sur quoi ? Si on est sur de l'IA, il faut à la fois sur les traitements et en partie, en tout cas, sur les données. En tout cas, savoir d'où elles viennent. Mais si on veut savoir ça, il faut qu'on ait une capacité de contrôle qualité de ce qu'on a fait en tant que mise en œuvre d'IA. C'est-à-dire de savoir les biais, savoir est-ce que c'est bien les bonnes valeurs qui sont sorties. Et donc, pour ça, il faut que ce qu'on fait sur de l'IA soit reproductible.
Or, pour que ce soit reproductible, il faut qu'on ait une démarche quasi scientifique et donc qu'on soit capable de vérifier et de mesurer. Donc là, il y a du boulot. Les gars, les filles, vous avez des thématiques de recherche et de travail pour les prochaines années, parce qu'on n'arrivera pas à l'explicabilité si on n'a pas tout fait de ce que je viens de vous dire avant. Et là, on n'y est pas. Alors moi qui veux écrire un roman, je rentre dans ChatGPT, je veux écrire un roman, voilà, une histoire d'espion, mais à la Proust. ChatGPT me produit une œuvre. À qui appartient l'œuvre? Comment on définit toutes ces questions de propriété intellectuelle? Alors j'ai volontairement pris un exemple très gros, mais pour autant, pourquoi pas? À qui appartient cette œuvre, Véronique, du coup? Comment on fait? Normalement, une œuvre générée par l'intelligence artificielle, ne peut pas être protégée par le droit d'auteur en tant que tel. Encore que là aussi, de plus en plus, il y a des évolutions. Et par exemple, les États-Unis, si vous considérez être auteur de quelque chose, être auteur d'une œuvre, vous devez le déclarer au bureau du copyright américain qui va enregistrer, qui va contrôler et qui va accepter votre autorat. Bon. Et justement, au cours de l'année 2023, le bureau du copyright a donné les clés selon lesquelles il considérerait qu'éventuellement, alors d'abord, il est obligatoire de déclarer qu'une œuvre pour partie est faite avec une intelligence artificielle, notamment générative. Et c'est le bureau qui va vérifier ce qu'on appelle l'effort. On en a beaucoup parlé au mois de février 2023. Il y avait une artiste qui avait sorti un livre, c'était une bande dessinée avec des images et du texte. Et elle avait déposé ça au bureau du copyright. Et le copyright lui ont dit... Sur le texte, bon, oui, ok, on reconnaît votre droit d'auteur, mais pas sur les images qui avaient été générées avec Midjourney. Parce que, en fait, l'auteur n'avait pas pu apporter la preuve correcte qu'elle avait suffisamment interagi. Je me rappelle de cette expression qui m'avait fait beaucoup rire, mais qui est très imagée, où le bureau du copyright avait dit « Oui, non, mais on ne sent pas la sueur du front ». Je vous le dis parce que ça vous fait rire, vous vous en souviendrez. C'est très marquant. Il faut apporter la preuve que, en quelque sorte, on fait plus que la machine et beaucoup plus. Moi, je crois qu'à terme, l'intelligence artificielle générative va devoir faire l'objet d'une réglementation, j'allais dire, à part entière, qui se recoupera peut-être et très certainement avec l'IA, avec des passerelles, avec le règlement sur l'intelligence artificielle. Mais bon, d'abord, il faut dire que vous avez... ça fait d'ailleurs partie de la réglementation sur l'intelligence artificielle quand on interagit avec une machine, etc. Il faut le dire. Bon. De plus en plus, ce qui peut être protégé, contrairement à ce qu'on pense, par le droit d'auteur, c'est le prompt. Notamment quand vous dites, j'ai demandé à ChatGPT, fais-moi un livre à la manière de Proust, etc. Bon, alors souvent, effectivement, il ne va pas vous recracher à la recherche du temps perdu en tant que tel, mais il y aura un style. Alors peut-être que vous, à l'arrivée, ce sera bien vous l'auteur, parce que est-ce que c'est une courte citation? Est-ce que c'est à la manière d'eux? Ou dans ce cas-là, vous voyez, il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Mais moi, quand j'ai des auteurs ou des personnes qui travaillent avec l'IA, je préconise de tracer les prompts. Parce que c'est d'ailleurs éventuellement en cas de plagiat, en cas de discussion sur atteinte au droit d'auteur, c'est par le prompt qu'on pourra prouver. Moi, j'ai fait un prompt, donc j'ai interagi, donc j'ai pas cherché forcément à copier. Enfin, il y a tout un... Bon. Et d'ailleurs, il y a ce fameux procès entre OpenAI et le New York Times, qui va être très intéressant à suivre et qui l'est déjà beaucoup, parce que moi j'ai étudié donc l'acte d'accusation donc du New York Times. Alors, petite parenthèse d'ailleurs, donc le New York Times a mis en cause ChatGPT et Microsoft. Microsoft en disant qu'à la limite il était complice du fait que OpenAI se soit entraîné sans autorisation sur les bases de données du New York Times, mais que Microsoft, en quelque sorte, est co-auteur, puisqu'il a mis à disposition tous les moyens, les infrastructures, le cloud, la force de calcul, enfin, etc., et a pu stocker notamment les modèles d'inférence, etc. Bon, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Vous voyez qu'en matière de technologie, d'intelligence artificielle, il peut y avoir des responsabilités solidaires importantes entre ce qui était déjà dans la jurisprudence d'ailleurs, entre celui qui fournit les moyens, etc. Ce qui est très intéressant dans ce débat, c'est que bien évidemment, il est hors de question de dire qu'on peut s'entraîner sur les bases de données d'autrui comme ça, mais c'est là où intervient le problème. Une fois qu'on est d'accord, c'est qu'est-ce qu'il faut ?
C'est considérer qu'on enfreint le droit d'auteur ou que le vrai problème sous-jacent qui est posé, c'est le partage de la valeur, d'avoir bénéficié des investissements du New York Times en l'occurrence. Et là, le Times, il dit bien, mais moi, attendez, j'ai une politique d'écriture, j'ai une politique de vérification des informations, on a un style, on a etc. Et surtout, on a une fiabilité de notre information qui fait qu'on est garant de la démocratie, parce que les gens ont confiance dans, etc. Donc, je veux dire, ce sont des investissements. Moi, je trouve qu'il y a une accélération depuis 4 ou 5 ans avec les paywalls, c'est-à-dire que effectivement, même quand vous faites une recherche sur Google, vous arrivez sur des liens et vous avez un abstrait. Et si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, les gens s'autoprotègent, si vous voulez, de cela. Et donc, justement, comment dirais-je, toute la revendication du Times, c'est de dire que finalement, par ce système de LLM, on arrive à faire ressortir des articles du Times avec l'abstrait, mais ChatGPT fait un commentaire de lui-même. Et parfois, le commentaire, je veux dire, a une création supérieure à l'abstrait. Et donc, les gens ne vont pas plus loin, ne payent pas au New York Times pour avoir la suite. Et le New York Times dit, mais moi, je perds des abonnés. Et notamment, je perds aussi éventuellement des affiliés. Parce qu'il y avait des liens d'affiliation aussi en fonction si les gens vont plus loin. Donc, c'est bien un problème économique, beaucoup plus qu'un problème de violation de droit d'auteur. Surtout que le phénomène nouveau du LLM, c'est que c'est pas de la copie servile pour pouvoir faire le résultat du prompt. C'est tout un système qui pourrait ressembler, mais qui n'est pas encore tout à fait la même chose avec ce qu'on appelle la fouille de texte, le Text and Data Mining, pour ceux qui connaissent le TDM. Parce que le TDM, lui, pour faire de la fouille de texte, effectivement, il exporte, il peut reproduire, il peut stocker. Tandis que, éventuellement, bien sûr, pour entraîner un LLM, on peut stocker, mais pas de la même manière, des fois très temporairement, parce que ce qu'on va retenir, c'est des structures. Et donc, c'est pour ça que quand on dit vous portez atteinte au droit d'auteur, oui et non. On porte atteinte éventuellement à un investissement qui peut être protégé, mais au droit d'auteur, si on n'a pas véritablement recopié ou reproduit, et que éventuellement, parce que quand le New York Times dit qu'on a un style en tant que tel n'est pas protégeable, si vous voulez. Vous voyez, c'est très fin. Et donc, moi, j'attends avec grande impatience le résultat, parce que OpenAI, notamment, s'est défendu en opposant ce qu'on appelle le fair use, c'est-à-dire l'usage collaboratif. Mais en fait, on se rend compte que pour entraîner, LLM pour s'entraîner, c'est plutôt, il va falloir qu'on recourt à la licence. Mais c'est pas forcément une licence parce qu'on reconnaît qu'on a utilisé ou qu'on a violé le droit d'auteur. C'est différent. Et d'ailleurs, dans l'IA, et je terminerai là-dessus, on était en 2023, on avait presque terminé les discussions au niveau du Parlement européen et de la Commission. Tout à coup, ils ont été submergés par, ce buzz du ChatGPT. Donc, ils ont voulu réglementer, mais peut-être un peu vite, parce que quand ils disent qu'effectivement, ce qu'on appelle le LLM, c'est un système de fondation, on doit dire qu'on a utilisé, quelles sont les bases de données utilisées pour les droits d'auteur et les droits voisins, mais c'est pas vraiment forcément les droits d'auteur qui comptent. C'est de dire, on a utilisé une base de données, donc, je veux dire, au niveau du droit d'auteur, pas nécessairement. Et d'ailleurs, il y a aussi un autre, c'était en septembre, ça a été publié, une auteure d'un livre qui avait attaqué Meta, toujours devant un tribunal des États-Unis, en disant, mais vous avez utilisé mon livre, je ne sais pas comment elle en a eu la preuve, mais bon, dans votre LLM, donc vous avez porté atteinte à mon droit d'auteur. Et justement, elle s'est faite pour l'instant déboutée. Pas vraiment déboutée parce qu'aux États-Unis, vous savez, c'est pas le même système qu'en France. Vous présentez votre requête, vos pièces, et le juge vous dit « Ok, c'est sérieux, vous pouvez assigner ». Et donc, je crois que le juge a dit qu'elle ne pouvait pas assigner sur tout, mais sur certaines choses. Mais on lui a dit « Mais non, mais oui, effectivement, votre livre, il est peut-être dans les profondeurs abyssales du LLM, mais vous n'apportez aucune preuve qu'on ait pour autant porté atteinte à votre droit d'auteur et qu'on l'ait réutilisé avec une copie servile. Vous voyez, c'est ça les impacts. Je voulais rebondir parce que, en gros, il y a quelques temps, j'ai écouté, tu dois connaître Primavera De Filippi. Elle a abordé la notion de protocolisation, qui pour moi est assez proche de la notion de prompting, en quelque sorte, parce que la traçabilité de ton prompt
voire de ton protocole, voire de ton processus créatif, parce que je sais qu'il y a quelques créatifs dans la salle, sur les effets spéciaux, sur la direction de création, sur la direction artistique. Et c'est vrai qu'en fait, et même dans nos métiers, parce que finalement, un bon, il va rester bon, un mauvais, il va rester mauvais. On va gagner en productivité, mais tout ça pour dire que sur la protocolisation, j'ai le sentiment qu'on va se diriger vers ça. C'est-à-dire une protocolisation du processus créatif. J'ai quelques étudiants, moi, et tu te rends compte qu'ils pataugent quand il s'agit de concevoir. En revanche, pour utiliser les outils, alors là, il n'y a pas de problème. Mais pour réfléchir, pour contextualiser, pour amener un processus de création, et ben là c'est la galère. Et tout ça pour dire qu'effectivement, quand moi j'entends Sciences Po qui verrouille, quand j'entends d'autres écoles qui disent putain on va se faire voler nos métiers, en gros ils ont peur de quoi? Parce que si t'as une expertise, quelle qu'elle soit, tu seras bon. Alors, merci infiniment d'avoir parlé de la protocolisation parce que je voulais vraiment insister là-dessus. Parce qu'en plus, si vous voulez, ce système de la création générée avec des LLM fait que de plus en plus, les gens, à la fois, ils ont besoin d'authenticité et ils ont besoin de dire, bah oui, mais alors, finalement, on voudrait être sûr que, par exemple, c'est toi qui as créé, ou etc. Alors, moi, je dis qu'il y a un faux débat là, parce que je peux vous assurer, pour utiliser vraiment de manière très régulière ChatGPT, je puis dire que franchement, le prompt est très important parce que ChatGPT peut nous sortir des bêtises absolues et que si on veut quelque chose de très bien et de très bien construit, il faut énormément interagir avec lui, sinon on n'a que des choses bêtes. Puis en plus de ça, il est toujours très gentil, ChatGPT, il vous dit toujours oui quand vous faites un prompt, mais il peut être très fainéant parce que parfois quand je lui donne des trucs un peu longs, je lui dis tu peux me faire un résumé pour avoir, etc. Parce que notamment quand j'ai travaillé, parce que je donne des cours aussi sur les règlements DSA, DMA, je peux vous assurer, c'est quand vous voulez, il y a une fatigue mentale à un moment donné, donc des fois je lui disais explique-moi, etc. Mais il faisait un tout petit résumé rikiki, alors j'ai dit non, mais alors quand même dans le résumé rikiki, il y a toujours de la valeur ajoutée. C'est fou, hein, comme il peut aller par des mots-clés, aller à l'essentiel, etc. Mais parce que des fois on dit, oui, vous les avocats, vous allez perdre votre boulot. Ben non, on va travailler différemment parce que nous, on ira vers la documentation, la traçabilité et la certification. Et justement, c'est très important. Parce que je pense que ChatGPT nous rendra, contrairement à ce qu'on pense, de plus en plus intelligents par rapport à la connaissance. Et l'interaction avec ChatGPT, c'est que dans tout son petit prompt de fainéant, là, quand il a dit, moi, je sais voir les 2-3 mots qui sont essentiels et on le refait travailler parce qu'on sait que c'est là-dessus qu'il faut repartir. Voilà, s'il y a parmi vous des artistes, des auteurs, des créateurs de textes ou autres, moi, je leur dis toujours, il faut, moi, j'allais dire faire du prompting, mais la protocolisation, c'est beaucoup plus joli. Mais ça, je leur avais dit. Et au besoin, vous faites de l'horodatage, même sur les prompts de la journée. Parce qu'à un moment donné, les gens, et c'est tout à fait normal, ils ont besoin d'avoir la preuve de l'authenticité. L'authenticité, c'est comme si on nous disait, ben oui, tu fais un document Word, mais Word t'a corrigé, bon c'est un peu excessif ce que je dis, hein, mais Word t'a corrigé ton texte, etc., il t'a aidé sur l'orthographe, donc c'est pas toi qui l'as fait. Je reconnais, c'est un peu excessif comme comparaison, mais il faut pouvoir montrer. Et on passe à l'ère de la protocolisation et de la traçabilité, notamment par rapport à la responsabilité sur l'IA, parce que c'est ça, on va devoir tracer, est-ce qu'on a pris toutes les mesures, est-ce qu'on a évalué les risques. Alors là, on est vraiment à plein dans l'ère de la documentation, de la protocolisation. Je suis tout à fait d'accord, c'est un mot qui me plaît, que j'adopte, et voilà. Une petite réaction de Glenn, du coup. Non, mais c'est marrant ce que tu dis, que si on veut de la traçabilité et de la preuve, et qu'on ne se fait pas confiance les uns les autres, moi je connais une technologie qui marche bien pour ça, les blockchains. Peut-être que ça va réapparaître, on verra. Plus sérieusement, on est parti très très vite sur les données au début et on n'a pas précisé quelque chose d'essentiel. C'est que les données sont là, le dataset est là au moment de l'entraînement, mais il n'est plus là après. C'est-à-dire qu'après l'entraînement, le réseau de neurones contient des poids et des biais, c'est-à-dire juste des valeurs, des coefficients, et ce modèle c'est juste un groupe de coefficients avec des relations entre ces coefficients. Et c'est tout. Il n'y a pas les données. Il y a une empreinte très 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 éloignée de la donnée dans la façon dont elles ont modifié les coefficients. Mais il n'y a pas les données dedans. Donc toutes ces questions de droit d'auteur et de propriété sont en fait une question de à combien de pourcents la donnée d'origine est présente ou pas et quelle est son influence
Et par exemple, on voit des choses très intéressantes sur une donnée, par exemple, qui serait la seule représentative d'une certaine thématique, qui amène les IA génératives à répondre quasiment en copiant mot à mot cette donnée très spécifique, alors que pour un sujet qui est représenté dans plein de journaux, dans plein d'actualités, l'IA va pondérer les différentes données qu'elle a eues en entrée dans son entraînement. Et donc là, ce qui va ressortir, ce sera une sorte de valeur moyenne de la connaissance de tous ces articles qui ont été ingérés au début. Selon la quantité de données, selon la qualité des données, il va y avoir une trace plus ou moins grande. Ça, c'est le premier point, et qui m'amène du coup à la question de il faut être capable de mesurer. L'autre question, alors c'est plus des questions sur le droit d'auteur. J'ai suivi des cours de droit il y a trop longtemps, et du coup une série de questions. Donc ce que tu dis en fait, c'est que le style de un tel n'est pas protégeable au même titre que les impressionnistes se sont copiés les uns et les autres en copiant le style de Monet ou des autres dans d'autres œuvres graphiques. C'est bien ça. Et ensuite sur ces questions de droit d'auteur, moi ce que tu dis sur l'originalité de la chose et finalement au-delà de l'originalité, la complexité à la mettre en œuvre me fait penser au droit des brevets qui nécessite un effort spécifique et qui dépasse de loin l'état de l'art. Pour le brevet, c'est une véritable activité inventive et qui soit nouvelle surtout. C'est ce qui est différent en droit d'auteur de l'originalité. Et face à ça, on a vu des IA génératives, alors pas ChatGPT, il n'est pas encore assez bon pour ça, mais d'autres qui sont plus computationnels, faire des preuves de nouveaux théorèmes et faire des calculs sur des nouvelles molécules qui n'avaient jamais été faites avant. Et donc là, on est vraiment sur la création de quelque chose qui me ferait penser du côté plus brevet que sur la partie droit d'auteur. Et quand tu mentionnais la question, la personne qui essayait de protéger une bande dessinée avec des vignettes, me fait penser là aussi au droit sur les recettes de cuisine, qui finalement permet, si je ne me trompe pas, de protéger un livre de recettes de cuisine, même si les recettes sont récupérées d'ailleurs, parce que c'est la recette de la grand-mère. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire tous les deux, open source, commun, j'ai envie de la pousser parce que ça amène aussi les sujets de low-tech, ça amène les sujets de commun, quoi. Ça amène, en fait, surtout, tu veux faire adhérer à une technologie et donner du sens et être utile, j'ai le sentiment que les gens, je dis pas les individus, je dis les gens, les citoyens, l'utilisateur finalement, il a envie de comprendre. Est-ce que vous avez envie de croire à une intelligence artificielle qui serait peut-être moins performante que des gros bousins, mais où chacun contribuerait à? Vous y croyez, vous, à ça ou pas? Pas du tout. À cette intelligence artificielle open source sur laquelle on peut contribuer à améliorer l'algorithme. On le voit arriver petit à petit. Sur les IA génératives, plus spécifiquement sur les modèles de langage, puisqu'on parle de ChatGPT et que c'est un peu ça qui nous donne envie aujourd'hui, sur cette partie-là, il n'y a pas d'IA générative modèle de langage totalement open source. En fait, la question des licences open source ne s'est pas posé la question à l'origine, donc il y a 30 ans, de la question des IA. Ce qu'il y a au niveau du logiciel, c'est garantir des libertés à l'usager, une certaine éthique face à ça. Il ne pose pas le mot d'éthique, mais in fine, c'est une certaine politique vis-à-vis de qui fait quoi. Alors j'ai longtemps travaillé chez les opérateurs, notamment sur la conformité sur les licences open source. Et donc dans la publication du code source, ce qui va être important, pour que ça soit conforme vis-à-vis d'une licence, il faut publier du code à un moment. Bon, très bien. On met quoi dans le code? Alors, il faut évidemment le code, l'ingénierie logicielle qui va autour de ça, mais il faut aussi la configuration qui permet de le faire marcher, et les différents outils, pas forcément les outils techniques, mais ce qui abreuve l'outil technique, c'est-à-dire là aussi les règles et le paramétrage de ces outils techniques pour transformer le code source en binaire à la fin. C'est-à-dire que si vous avez que du code source avec rien entre les deux et que la personne est en fait pas capable de transformer le code source en quelque chose d'utilisable, en fait c'est pas de l'open source. Et il y a eu différents jugements là-dessus. Donc il y a de la jurisprudence aux différents endroits sur cette thématique-là. Aujourd'hui, de l'IA générative LLM 100% open source nécessiterait, si je suis la même logique, en transposant, et du coup là aussi ça manque de définition aujourd'hui, en transposant ça voudrait dire qu'il faudrait que le dataset soit open source, que les outils, que la façon d'entraîner soit open source, que les outils soient open source, et que le modèle qui permet l'exécution soit open source lui-même. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, ce sont des modèles avec des conditions d'usage plus ou moins libres. Dans certains cas, il y a une exclusion de certaines circonstances qui fait que, par nature, ce n'est pas open source. Pour ceux qui seraient vraiment 100% open source sur les termes du modèle, malgré tout, il manque des morceaux qui permettraient de le refabriquer ex nihilo. Aujourd'hui, on en est là. Alors, il y a des tentatives qui permettent de faire des modèles 100% open source sur des corpus de données qui sont bien plus petits. Alors, du coup, on n'est pas sur des gros LLM, on va être sur des petites IA génératives. C'est pas mal. C'est un bon début. Il y a un corpus qui a été publié ce matin ou hier sur cette thématique de Playas, c'est ça, qui lui est complètement dans le domaine public. Donc ça, c'est bien, parce que ça va permettre de fabriquer la suite. Est-ce qu'ils ont autant de données que chez OpenAI et que chez Microsoft et que chez les autres? Clairement, certainement pas. Mais en tout cas, c'est un bon début. En tout cas, c'est une bonne base pour pouvoir
commencer à fabriquer les autres étapes en open source aussi. Est-ce que tu veux réagir à ça ? Finalement, quand je t'entends, on n'aura jamais l'infrastructure réelle pour. En revanche, on va se rabattre quelque part un peu sur la gouvernance alors. L'infrastructure, le dataset, les serveurs, le développement, faire tourner les machines. A priori, ça va être difficilement réalisable. Et donc, effectivement, c'est comment tu réfléchis. Ah, mais il y aura forcément des partenariats avec d'autres acteurs. Alors c'est quelque chose qui est en train de beaucoup bouger là aussi, c'est-à-dire que effectivement les modèles de langage et les différents IA génératifs, parce qu'il n'y a pas que la partie texte, toute la partie image aussi, jusqu'à récemment il fallait des énormes machines pour entraîner, pour faire tourner, etc. Il s'est passé des choses intéressantes là il y a moins d'un an de fait, puisque tout date d'il y a moins d'un an. Le modèle de Facebook qui s'appelle Llama a plus ou moins fuité, bon ils se sont rattrapés en changeant de licence et en disant bon vous avez le droit pour la recherche, etc. Bon. Je vous laisse rechercher le détail de comment ça s'est passé. Et puis, il y a des types qui se sont dit, mais en fait, votre implémentation, elle est... Alors, ils l'ont pas dit comme ça, mais dans les faits, c'est bon, elle est pas terrible. On va le réimplémenter en C++, et puis en fait, on va le rendre tellement plus performant qu'il tourne sur un PC. Alors il y a différentes stratégies autour de ça, ils ont découpé les données du modèle d'une certaine façon, ils ont enlevé un petit peu de précision dans les différents coefficients du modèle, ce qu'on appelle la quantisation, pour que ça rentre dans des mémoires plus petites. Dans les faits aujourd'hui, le moteur Llama plus certains modèles, je pense à Vicuna ou Mixtral ou d'autres, ils tournent sur un PC standard que j'ai acheté il y a 2 ans, quoi, avec 24 Go de RAM, avec une carte graphique tout à fait, même pas moyenne, bas de gamme, et ça tourne et ça génère du texte avec un niveau de qualité. Alors justement, il y a une question de mesure de performance, je vous parlais de la mesure de la qualité tout à l'heure. Aujourd'hui, on évalue que ce modèle Mixtral, il est quelque part au-dessus de ChatGPT 3.5. Pas encore au niveau du 4, mais sur un petit modèle, ça se débrouille très bien. Et ils ont sorti Mistral en parallèle un gros modèle qui, lui, semblerait se positionner bien plus haut. Donc il se passe des choses sur ces modèles-là qui sont intéressants. Et moi, je crois beaucoup à cette partie-là. C'est-à-dire que tant qu'on avait des modèles qui tournaient, qui nécessitaient des milliers de machines pour fonctionner, forcément, ça ne pouvait pas être entre les mains de tout le monde, parce que moi, j'ai pas 1000 machines à mettre à disposition là comme ça. Même dans mon entreprise, pourtant, on a plus de ressources que à titre perso. Alors que si vous avez la possibilité de faire fonctionner un modèle sur un PC standard, avec un budget standard, des chercheurs qui aujourd'hui doivent réserver du temps sur un supercalculateur pour pouvoir faire des choses extrêmement puissantes, s'ils ont besoin d'un supercalculateur pour faire de la recherche sur des IA, ils le feront pas ou peu. Alors que si ce modèle permet aujourd'hui de tourner sur une machine standard, évidemment, ça ouvre cette recherche à bien plus de monde, ça ouvre à bien plus d'expérimentation. Et le fait que ce soit open source, tout à l'heure on en parlait, oui, alors si c'est open source mais que ça tourne pas sur la machine, en fait, je peux rien en faire. Alors que si c'est open source et qu'en plus ça tourne sur la machine, oui, je peux jouer avec, je peux en faire une œuvre dérivée, je peux le repartager, et c'est beaucoup plus simple de collaborer avec des gens qui peuvent vraiment faire fonctionner le modèle. Donc là, on en est juste là, à l'ouverture de cette possibilité. On ne sait pas encore trop de quelle façon, il y a plein de gens qui trouvent des nouvelles techniques pour le rendre encore plus léger. Je pense que les prochains temps vont être très excitants là-dessus. Mais là, tu ne parles que de la puissance de calcul. Et de la mémoire. Oui, mais tu ne parles pas de la donnée. Non, mais il faut du contenu informationnel parce que ce qui fait, parce que c'est un tout. C'est comme tu dis, c'est tourner sur des machines. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la qualité intrinsèque de la data qui après va pouvoir donner ces résultats tout à fait extraordinaires. Parce que moi, j'ai essayé un peu Copilote. Je trouve moins performant en termes de qualité que ChatGPT. On parlait tout à l'heure d'éthique et de responsabilité. Il y a le bon côté de l'open source, on va pouvoir tous partager, faire des modèles dérivés. Là encore ce matin, il y a Clément Delangue de Hugging Face qui forwardait une actualité sur une nouvelle technique qui permet de mixer entre eux des réseaux de neurones et d'obtenir de nouveaux réseaux de neurones de façon plus ou moins évolutionnaire au sens génétique. Et waouh, c'est excitant parce que effectivement, l'entraînement était très coûteux et si on peut mixer des réseaux de neurones entre eux, en fait, c'est moins coûteux à produire, même énergétiquement. Ça veut dire que n'importe qui, là aussi mettez des gros guillemets, va pouvoir produire des nouveaux modèles de fondation facilement. Alors que c'était réservé à une élite jusque-là, une élite qui possédait les ressources. Donc ça change tout pour la capacité à créer des modèles. Ouais, dites voir, des gens qui créent des modèles. Je vous rappelle que ChatGPT, il est filtré. Il est aligné avec certaines valeurs et intentions de ceux qui le possèdent, pour des bonnes et des mauvaises raisons, parce qu'ils ont un intérêt économique à ce qu'ils répondent d'une certaine façon, parce qu'ils ont un intérêt légal à répondre d'une certaine façon. Moi, je fais de la cybersécurité par ailleurs, on fait des audits et autres, et des fois, je demande des choses à ChatGPT pour comprendre des trucs que je vois. Et il me dit, non, il reconnaît que ça, c'est une faille, et il me dit, non, moi, je veux pas te parler de ça, parce que c'est un sujet dangereux. Enfin, il ne me le dit pas comme ça, mais vous connaissez la formulation, en tant qu'IA, je ne peux pas... Ah ouais, c'est dommage que du coup, il n'est pas aligné avec mes intérêts de client, et du coup, il répond plus du tout à mon besoin. Donc il y a des gens qui sont en train de se dire, moi je réentraîne
des modèles de telle ou telle façon sur des datasets particuliers en faisant sauter le verrouillage. Et il y en a plusieurs, Wizard, machin, qui font déjà sauter des verrous pour les usages classiques. Je vous rappelle que la pornographie fait avancer la technologie de plein de façons. Au passage, bon, voilà, il y a aussi ça. Ce qui veut dire qu'on va voir apparaître aussi des modèles pas du tout éthiques sur le marché. Parce que l'open source va le permettre, parce que la recherche aujourd'hui est accessible à tout le monde, ça veut dire aussi ça. Et que cette question de modération des IA va devenir, et de l'éthique des IA, et de la responsabilité dont on a parlé juste avant, va devenir prépondérante très 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 bientôt. On va donc conclure cette table ronde. On va la conclure comme on l'a commencé, Thibaut. Dans tout ce qu'on a entendu, pour toi, l'intelligence artificielle, qu'est-ce qu'on doit retenir? Sur quoi on doit rester vigilant face à cette nouvelle technologie? En fait, aujourd'hui, la technologie est un sujet politique. Et ne pas comprendre, ne pas se faire un peu des nœuds dans le cerveau à écouter des experts, avocats, développeurs, qui se donnent la peine d'essayer de rendre accessible cette complexité. Donc en un, il y a l'acculturation, la formation, l'utilisation, éviter de faire preuve de déni, parce que de toute façon, on nous l'a balancé à la gueule en novembre 2022. Donc en fait, ne pas l'utiliser, c'est rester sur le carreau, quoi. Et j'aime à dire que ChatGPT, en fait, il va pas remplacer les jobs. Il va remplacer les jobs de ceux qui l'utilisent pas. Donc c'est là. Aujourd'hui, ChatGPT, Claude, Bard, Gemini, c'est à utiliser. Et on revit quelque part la même chose. Et je pense que la force, c'est que 25 ans plus tard, si on est capable de pas faire les mêmes conneries, ce serait pas mal. Mais a priori, on démarre un peu tard, parce que pour le moment, Microsoft est en train de plier le game, quoi. Ceci étant, avec des personnes qui ont envie de partager une passion, Moi, je pense qu'il faut aller dans les écoles, je pense qu'il faut aller dans les quartiers, je pense qu'il faut justement pas aller sur les marchés non plus, mais limite, pour aller parler de ce que c'est et donner envie de s'y intéresser. Le mot de la fin aussi pour vous à ce sujet? Dans la salle, là, qui pense qu'il y aura de l'IA partout dans 15 ans? Ok. Alors moi, je vais faire ma minute Jean Covici. Pensez à lui. Les limites physiques d'un monde contraint. Il se passe quoi quand on dépasse le pic pétrolier, quand on dépasse le pic gazier? Donc le pic pétrolier, c'est 2008, le pic gazier, c'est dans 2030. Quand on va avoir de la rareté sur le cuivre, sur les terres rares, et des coûts d'extraction de plus en plus gros. Et donc ça veut dire qu'on n'aura pas tous des appareils pour y accéder. Donc il va falloir planifier, ou en tout cas choisir des priorités. Est-ce qu'on peut encore faire de l'IA dans ces conditions-là? Et si oui, est-ce que c'est les gros modèles qui vont fonctionner? Alors du coup, la réponse est dans la question. Je pense qu'il n'y a plus que les petits modèles, notamment ceux open source qui tournent encore, qui seront possible à ce moment-là, et je trouve que ça donne de l'espoir en fait, pas la partie précédente, mais la partie petit modèle, c'est que oui, c'est génial parce qu'on voit apparaître des petits modèles qui sont économes en énergie et que c'est bien que ça aille dans cette direction-là, donc peut-être qu'il y aura encore de l'IA. Véronique? Moi, je suis donc tout à fait passionnée par tous ces débats, ces technologies, etc. Et comme en plus, depuis cette année, j'ai la chance de pouvoir faire de l'enseignement, etc. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que je peux, à mon modeste niveau, bien évidemment, mais essayer d'apporter en termes de réflexion pour, un petit peu, comme tu disais, pour le bienfait de tout le monde. Parce que tout à l'heure, on a parlé de ces nouveaux droits fondamentaux émergents. Et il y a beaucoup de choses encore à créer. Je n'arrive pas à tout formaliser ici, surtout sur une conclusion, mais moi, c'est ce qui me motive beaucoup, qu'il y ait des gardiens et des gardiennes vigilants, parce que ça, c'est dans le considérant 4 du RGPD. Comment dirais-je? Ça n'est pas l'homme qui est subordonné à la machine, mais l'inverse. Il faut que ça reste comme ça. Et aller au-delà des mots, c'est bien comprendre la technologie. On dit que l'avocat du XXIe siècle sera d'abord un codeur, je crois que c'est vrai. Mais justement, il ne faut pas perdre son âme dans le code. Et ce que je trouve bien, justement, et j'en terminerai là-dessus, quand on utilise de l'intelligence artificielle générative, c'est que, quand je vous ai dit, quand on regarde les résultats des prompts, justement, il faut avoir beaucoup de connaissances et puis beaucoup, justement, d'émotions humaines, dans le bon sens du terme, pour être capable de dire non, c'est pas bien agencé, c'est pas bien, faut retravailler, faut recommencer, Et moi, je veux être dans cette émotion-là pour faire des choses bien. Voilà. Je pense que tout est dit. Merci beaucoup à tous. La ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Je peux expliquer le logiciel libre en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Apothem, an old aphorism that I want everybody to remember. If you're not paying for the product, you are the product.
premier objectif, c'est de développer l'intelligence artificielle et de faire du moteur de recherche Google une authentique intelligence artificielle. Et son deuxième objectif, c'est d'euthanasier la mort. Les dirigeants de Google sont obsédés par l'idée de faire reculer la mort. Je me définis un petit peu comme un des architectes d'origine de l'Internet et je suis le progrès, ou plus exactement le statu quo de l'Internet depuis pas mal d'années. Je fais partie des gens qui souhaitent ou qui considèrent qu'il est indispensable de revoir l'architecture de l'Internet. Bienvenue sur 50 Galaxy, le podcast. Votre rendez-vous mensuel pour échanger sur les bonnes pratiques, les innovations et les ruptures liées à la transformation numérique.